Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles, mais surtout on va mettre l'accent sur le succès de l'Égypte, du flottement du bateau, du grand bateau de Ever Given qui était bloqué au canal de Suez et enfin ça a flotté, ça a navigué jusqu'à arriver au lac d'El Mourra et puis au fur et à mesure on va vous donner les dernières nouvelles concernant la navigation dans le canal de Suez qui est maintenant ouvert bien sûr à la navigation. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ahmed El Essi. Vous êtes consultant international en économie et en gestion. Bonsoir. Bonsoir à vous. On va présenter quelques nouvelles et un rapport sur ce qui s'est passé dans le canal de Suez et puis on va reprendre vos commentaires. Excellent. À la une, bien sûr, de l'actualité, c'est la reprise du trafic dans le canal de Suez. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est félicité de l'opération réussie de dégagement du porte-container Ever Given qui était coincé en travers du canal de Suez depuis mardi dernier. Aujourd'hui, les Égyptiens ont réussi à mettre fin à la crise du navire qui s'est échoué dans le canal de Suez, malgré l'énorme complexité technique qui a entouré ce processus, a tweeté le président Abdel Fattah al-Sisi ce matin, juste après que l'autorité du canal eut annoncé que le navire avait été remis à 80% dans la bonne direction. Pour le président, les Égyptiens ont prouvé aujourd'hui qu'ils étaient toujours à la hauteur, soulignant que le canal de Suez, inauguré en 1869, avait été creusé par leurs grands-parents à la force de leur corps. Le chef de l'État a indiqué sur sa page Facebook que le monde entier peut être rassuré du chemin de ces marchandises qui passent par cette artère de navigation axiale. Le président a remercié tous les Égyptiens qui ont contribué techniquement et pratiquement à mettre fin à cette crise. Il a indiqué que les Égyptiens ont prouvé qu'ils étaient toujours responsables et que le canal qui a été creusé par leurs ancêtres et défendu avec les âmes de leurs parents restera un témoin sur la volonté égyptienne. Monsieur Ahmed El Essi, bien sûr, je vous félicite, je félicite tout le monde entier pour ce succès de la part des techniciens, des ingénieurs, des travailleurs dans le canal de Suez. Votre commentaire? On se félicite bien sûr. Ce qui est très intéressant, ce sont les leçons qu'on peut apprendre. On a tous les nouvelles, on va les regarder pour les quelques semaines qui vont venir. Je pense qu'on va pas s'arrêter à avoir encore plus d'informations sur le sujet. Mais je pense que la chose la plus importante, que nous sommes en train d'apprendre pas mal de leçons, surtout notamment pour la gestion de crise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. J'étais très ravi de voir la direction qu'on a eue pratiquement de le chef de l'État, de comment est-ce qu'on doit gérer cette histoire. On doit se préparer, même s'il y avait plusieurs scénarios pour la solution. Et bien sûr, on a commencé par le scénario numéro 1, numéro 2, et on attendait le scénario numéro 3. L'idée d'être prêt, ou l'instruction était de se préparer pour la pire des scénarios. Okay? Pour que même si on ne réussisse pas de faire flotter le navire avec le premier ou deuxième scénario, on est déjà prêt pour apprendre la troisième. Et ça, c'est la gestion de crise. On s'est focalisé sur la solution et pas le problème. Parce que normalement, dans ces cas-là, tout le monde court, ou ça c'est le réflexe naturel, c'est la faute de ça. C'est pas la question de la faute de qui maintenant. Je suis sûr qu'il va y avoir des investigations qui vont être très détaillées pour déterminer c'est quoi la cause de cette crise. Et une deuxième fois, l'objectif là, c'est pas vraiment de trouver qui est coupable et pour l'attaquer, mais c'est pour apprendre des leçons pour éviter une crise pareille dans le futur. Bien sûr. Bon, là, c'est bien sûr, c'est logique que l'autorité du canal de Suez avait annoncé cet après-midi la reprise du trafic sur cette voie maritime majeure qui était
obstrué depuis près d'une semaine par le porte-container géant Ever Given, finalement remis à flot. L'amiral Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, a proclamé la reprise du trafic sur le canal. Selon les autorités du canal, l'Égypte perdait entre 12 et 14 millions de dollars par jour de fermeture. Près de 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, selon l'autorité du canal de Suez. Les Égyptiens ont réussi aujourd'hui à mettre fin à la crise du porte-container délinquant dans le canal de Suez, malgré l'énorme complexité technique de toutes parts. C'est ce qu'a publié aujourd'hui le président, je rappelle. Le président de l'autorité du canal, Oussama Rabia, a annoncé que le porte-container panaméen Ever Given a flotté avec succès après des manœuvres de tension et de remorquage, indiquant que le cap du navire a été considérablement modifié de 80%. Le chef de l'État a remercié tous les Égyptiens fidèles qui ont contribué techniquement et pratiquement à mettre fin à cette crise. Regardons ce reportage signé Yara Choucha et Salih Hamid. Les Égyptiens ont réussi aujourd'hui à mettre fin à la crise du porte-conteneur délinquant dans le canal de Suez, malgré l'énorme complexité technique de toutes parts. C'est ce qu'a publié aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi sur sa page de réseau social Facebook. Et en remettant les choses à leur cours normal, a indiqué le président, et avec les mains des Égyptiens, le monde entier peut être assuré du chemin de leurs marchandises et leurs besoins qui passent par cette artère de navigation axiale. Le chef de l'État a remercié tous les Égyptiens fidèles qui ont contribué techniquement et pratiquement à mettre fin à cette crise. Les Égyptiens ont prouvé aujourd'hui qu'ils sont toujours responsables et que le canal qui a été creusé par leurs ancêtres et défendu avec les âmes de leurs parents continuera à témoigner que l'Égypte ira où les Égyptiens décident, a écrit le président al-Sisi. Plus tôt dans la journée, le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a annoncé que le porte-conteneur panaméen Ever Given a flotté avec succès après des manœuvres de tension et de remorquage, indiquant que le cap du navire a été considérablement modifié de 80% et la poupe du navire s'est éloignée du rivage d'une distance de 102 mètres au lieu de 4 mètres. Les manœuvres devraient reprendre à mesure que le niveau d'eau remonte à sa hauteur maximale, ce qui permet de modifier complètement le cap du navire à mi-chemin. Le président de l'autorité du canal de Suez a adressé un message de réconfort pour rassurer la communauté maritime internationale afin qu'elle reprenne la navigation dans le canal une fois que le navire sera bientôt entièrement flotté. Monsieur Rabia a félicité les héros de l'autorité du canal qui ont accompli ce travail massif, faisant éloge de leurs efforts et pour avoir accompli leur devoir national, indiquant qu'il est en pleine confiance de l'achèvement des travaux à 100%. Retour dans le studio et notre invité Ahmed El-Lessi, vous êtes consultant international en économie et en gestion. Là, tout d'abord, quelles sont les pertes mondiales concernant ou après le blocage de ce navire? Pour commencer, on doit savoir que presque 14% du commerce international mondial chaque année passe par le canal de Suez. La première réaction qu'on a vue, c'était une augmentation dans le prix du pétrole. Si je ne me trompe pas, c'était pour 7 $ par baril qui est retourné ou retombé une deuxième fois à 3 ou 4. Et ça, déjà, c'est une perte mondiale. C'est à tout le monde qui consomme le pétrole. C'est pas seulement les navires qui sont en train de passer par le canal ou à l'Égypte. Ça, c'est à tout le monde. La deuxième chose, et merci Dieu qu'on est arrêté là, parce qu'on avait toujours un risque, si jamais il y a eu une manœuvre qui n'était pas correcte ou fautif, on avait toujours le risque que la navire pourrait se casser. Et là, ça pourrait être vraiment très dangereux pour toute la vie maritime qui est dans la mer Rouge. Et ce sont des containers, donc on peut avoir tout genre de choses qui peuvent polluer l'environnement d'une façon qui est vraiment
qui va prendre peut-être des dizaines des années pour la fixer. La troisième chose, on avait un risque énorme pas pour ce navire, mais il y avait pas mal de navires qui portaient des animaux vivants. Et là, il n'y a pas assez sur ces bateaux, il n'y a pas assez de données à manger. De provisions en général, provisions pour ces animaux. Et c'est un risque énorme parce que si ces animaux meurent, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ou tu vas avoir un risque biologique énorme dans la région, ou ils vont être forcés de jeter les cadavres dans la mer, et tu vas avoir aussi un autre risque et toutes sortes de problèmes qu'on pourrait avoir avec les poissons, avec la vie maritime, avec même le tourisme. Si on risquait, merci Dieu que ce n'était pas le cas, mais c'est des centaines, des milliers de cadavres c'est l'attraction quand même de quelques poissons très dangereux. Absolument. Voilà, absolument. Qui viendront. Donc ça aurait été beaucoup plus pire. Puis les navires, tous les navires qui ont été retardés en attente ont bien perdu. Ça dépend de la taille de chaque navire et la genre de marchandises qu'elle porte. Mais il y a une perte énorme. Merci Dieu qu'on a fait ça dans un temps qui est vraiment exceptionnel. Parce qu'il y avait des discussions dès que la crise a commencé, que ça pourrait prendre des semaines. Ouais. Et maintenant, on a résolu ça presque, même pas dans une semaine, dans 6 jours ou quelque chose. Ça, c'est un record déjà. Donc, il y a eu des pertes. L'Égypte lui-même, comme pays, elle perd presque 14 millions de dollars par jour. Mais ça reste une perte un peu gérable si on la compare avec les risques qu'on pourrait avoir, ou les crises qui pourraient avoir des répercussions dans pas mal de directions aussi. Donc, il y a des leçons à apprendre. Ça va être très important de comprendre exactement pourquoi cette crise a pris place et comment on peut l'éviter dans le futur. Une telle crise a fait appel ou bien a attiré l'attention de tout le monde, c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision mondiales, toute la presse, tout le monde était là pour suivre ce qui se passe dans le canal de Suez. Ça m'oblige à poser la question sur l'importance de ce canal. Qu'est-ce que ce canal représente dans le monde en général? Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est aussi simple que ce canal est le plus important canal dans le transport maritime sur la planète Terre. C'est aussi simple que ça. Le canal de Suez fait la liaison entre pratiquement l'Asie, surtout le sud de l'Asie, la Chine, l'Inde et l'Europe. Et aussi de l'autre côté, si jamais, l'Est de l'Amérique. Mais la plus grande nombre de commerces ou transactions, ça prend entre l'Asie et l'Europe. Et là, c'est la plus grande... C'est énorme. C'est énorme. Si on parle de la Chine et l'Inde seulement, pour l'Europe, alors vraiment c'est... Énorme. Et aussi, on ne peut pas oublier le pétrole qui va à travers tous les grands tankers qui passent. Et honnêtement, la première fois quand j'ai entendu parler d'un navire, j'ai prié que ça ne soit pas un tanker qui porte le pétrole. Et on a vu les catastrophes qui s'est passées il y a 2 ans en Amérique, à Floride, et qu'est-ce qui s'est passé avec les accidents, la tache noire, et les animaux, et les poissons, et ça touche à tout. C'est une pollution énorme. Donc merci Dieu que ce n'est pas un tanker de pétrole, mais quand même, il y avait un très grand risque. Et je pense que ça a dû prendre pas mal de travail, de calcul, avec des gens qui sont très expérimentés de ce qu'ils sont en train de faire, les ingénieurs du canal de Suez, pour pouvoir résoudre cette histoire d'un bout d'un temps record de 6 jours.
alors que tout le monde attendait que ça pourrait prendre des semaines, comme on a dit. Là, ça intéresse beaucoup. Il y a eu quand même des déclarations de la part des quelques responsables chinois qui encourageaient l'Égypte pour ça. On sait que ce passage fait partie du grand projet chinois qui s'appelle la ceinture et la route, ou la route de la soie. Alors, quelle est l'importance de ce canal de Suez concernant ce projet, si on parle ce projet, c'est presque un lien, mais c'est un lien de point de vue de production. Donc l'idée que, au lieu que toute la production prend place pratiquement en Chine et en Asie, qu'ils vont venir s'installer et faire comme des branches ou des subsidiaries de leur usine là chez nous. Et là, ça devient de plus en plus... Moi, je ne suis pas très technique sur ces nouveaux, mais on peut comprendre, on peut assumer la valeur du projet, la partie. C'est pas... Malheureusement, cette crise ne s'est pas passée dans la place où on a fait le double sens de le canal de Suez. Je m'excuse, on va s'arrêter, juste une petite pause pour l'appel à la prière. OK. Nous reprenons notre émission sur le canal de Suez et ce qui s'est passé aujourd'hui avec le flottement du navire qui était bloqué dans le canal de Suez, le Ever Given. Voilà. Nous parlions tout à l'heure, M. Ahmed Lessi, je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. Nous parlons tout à l'heure de l'importance du canal de Suez pour un grand projet mondial qui est la route de la soie, ce projet chinois. Mais là, il y a une zone économique qui est en train d'être installée, établie autour du canal de Suez. Parlez-nous de cette zone. Quelle est son importance? De quoi il s'agit exactement? Une dimension très importante pour qu'on a un business qui réussit et qui est vraiment compétitif, c'est contrôler les coûts. Si on peut contrôler le coût de produits qu'on est en train de produire et vendre, l'affaire va être bonne normalement et va être assez compétitive. Il y a pas mal de coûts qui sont consommés dans la logistique et le transport. L'idée que on va installer les usines et les différentes activités de distribution. Il y a une très grande activité qui s'appelle break bulk. C'est quoi le break bulk? Le break bulk, très souvent, quand on a une société qui a plusieurs produits qui sont plus ou moins un peu différents, et cette société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des usines qui sont dédiées à 100% pour un produit et une autre qui est dédiée à 100% pour un autre produit. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Parce que là, quand on fait ça, il n'y a pas de changement de produit dans la même usine. On peut faire ou atteindre le maximum ou le minimum de l'autre côté des coûts pour ces produits qui sont séparés. Mais la vérité dans les affaires, qu'on n'a jamais besoin d'un seul produit. Donc, ça peut être 5, ça peut être 10. Donc, ces produits sont envoyés dans un centre central où ils sont break bulk, donc ils sont divisés dans des petites unités et ils sont groupés dans la forme des demandes des consommateurs ou des grands, les gens qui vont l'acheter d'une façon ou l'autre. Et là, ça c'est une opération logistique qui est très très chère. L'idée que si on ne fait pas ça, là où les usines sont, et on fait ça beaucoup plus proche du consommateur ou de l'utilisateur final de ces produits, c'est un gain énorme.
Okay? Et c'est ça la stratégie principale pour ce qu'on est en train de faire avec nos amis ou nos confrères chinois, dont très proches de la canal de Suez. La deuxième chose, donc, on a cette histoire de brick-bulk, qu'on peut apporter les produits et on les met là, ça, ici dans ce centre logistique, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a d'autres productions, facilités de production qui ne sont pas normalement une production très lourde, qu'on peut aussi installer ici et faire la production, qu'elle soit beaucoup plus frais, qu'elle soit beaucoup plus avec une... Je peux vous donner un exemple que moi, quand j'étais en train de gérer une société, la plus grande société des alimentations, je ne veux pas la nommer, j'avais un temps de transit, ce n'était pas en Égypte, ça, c'était dans un autre pays, dans le nord de l'Afrique. J'avais la distance de transit pour un des produits qui était presque la vie du produit lui-même. Donc, si jamais la navire prend un mois de plus, dès que le produit arrive, c'est déjà fini, j'ai presque une semaine, je dois la vendre à 10% de prix pour la liquider ou, très souvent, malheureusement, de la détruire. Et là, c'est le temps. C'est le temps, c'est la distance. Et quand ça vient de la Chine, quand le produit venait de la Corée, oui, ça consommait pas mal de temps. Et c'est un produit assez simple, hein, mais la vie d'expiration, c'est la vie d'expiration, on ne peut rien faire avec. Mais si ce produit aurait venu de l'Égypte, ça aurait été 10 fois plus rentable pour moi. Et j'ai fini par arrêter ce produit. Parce que je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque fois, il y a toujours une exception. Parce que toujours, il va avoir un navire qui vient il fait 50% de la terre, pratiquement. Et c'est la moitié du monde. Donc, il va toujours avoir 1 ou 2 semaines de retard. C'est très normal. Okay? Et là, chaque fois que ça arrive, c'est presque expérimé. Donc, j'ai discontinué le produit. Mais si jamais le produit il vient ici, aussi proche de l'Égypte, donc quand il va arriver, j'ai toujours pas mal de temps pour le vendre et gagner. Et ça, c'est une expérience que moi, personnellement, j'ai passée avec dans un poste que j'avais avant. Donc là, avoir un centre de gestion. L'Égypte est très spéciale de point de vue location. On est vraiment entre 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et là, c'est presque un centre de distribution naturel ou normal. Okay? C'est un don qu'on l'a pris comme pays parce que toujours quand on a bien choisi. Absolument. Toujours quand on essaie de trouver une place pour la centre de distribution, c'est ça ce qu'on utilise. C'est un modèle mathématique, mais c'est vraiment, on utilise le point qui est plus proche pour toutes les destinations et la source. Et l'Égypte, elle joue sa rôle normalement, c'est un don du vendu. Okay? Donc c'est très normal que l'industrie chinoise vient s'installer dans ce nouveau projet, que je pense que ça va être quelque chose de très, très remarquable. On a entendu quand même qu'il y aura une zone consacrée pour l'industrie russe, pour d'autres pays, c'est-à-dire c'est pas que les Chinois qui viendront. Absolument. Voilà. Et ça c'est super bien parce que aussi les Russes ont des défis qui sont un peu importants que nos confrères chinois. Surtout en hiver, faire sortir le produit dans la mer quand ils sont congelés et tout ça. Et là, on leur donne un pied à terre dans un endroit qui est très très correct et proche à tout le monde. Vital. Parce qu'on joue ce rôle pratiquement avec tout le monde. On est prêt. On est proche à tout le monde, ou de source ou la destination. Donc, c'est très logique que si on est si proche de la source et de la destination, que l'opération elle-même de production, qu'elle se passe ici. C'est presque logique. Donc, je pense qu'ils ne vont pas seulement ces deux autres qui vont suivre. C'est logistique, il y a assemblage de voitures, c'est prévu. Tout ce qui est matériaux d'ordinateurs, etc., silicone et tout ça, c'est prévu. Absolument. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment tous les secrets de cette zone. En même temps,
la zone du canal de Suez, soit économique, soit industrielle, tout ça, nous trouvons que le pays, ou bien l'administration, a commencé à construire, ou bien a déjà construit quelques villes autour du canal de Suez, quelques nouvelles villes. Quelle est l'importance de ces villes? C'est très important parce que c'est une autre fois où vraiment je pense que cette administration a fait quelque chose de très stratégique. Je ne veux pas nommer une ville, mais il y a eu une ville ici en Égypte, une ville industrielle qui a été construite il y a presque 30 ans. Et ils ont oublié ce petit détail. Donc, on pourrait toujours avoir l'usine, avoir tout ça, mais on a oublié ce petit détail. Où est-ce qu'on va apporter les gens qui vont loger les ouvriers, oui. Voilà. Et la distance, parce qu'elle était en plein, à l'époque, moi, ça s'appelait désert, donc la distance était une distance qui est impossible à faire le trajet 2 fois par jour. Et les gens se sont trouvés avec des usines pratiquement et malheureusement vides. Ouais. Et il n'y a pas où loger les gens. Donc, si on veut vraiment avoir une zone logistique au sérieux, sur un niveau mondial, et ce n'est pas un secret, Dubaï a commencé comme ça, Jabal Ali a commencé comme ça. Donc on doit avoir où on va loger les gens. Et peut-être ce n'est pas seulement le logement, ces gens probablement vont avoir des enfants, ils vont avoir besoin des écoles, ils vont avoir besoin des loisirs, des cinémas, des centres commerciaux et tout ça. Donc ça va faire un mouvement économique dans cette région. Et c'est très bien qu'on a commencé par avoir des logements pour les gens. Mais ça, c'est la pensée ou l'approche stratégique de cette administration qu'on a manqué dans les autres administrations qu'on avait, parce que là, on est en train de penser à 2 ou 3 pas. Et c'est une pensée, on est en train de penser d'une façon préemptive, pas à faire réaction. Parce que si les gens vont venir et ne vont pas trouver de logement logique ou des distances qui sont logiques qu'ils pouvaient faire le trajet, on risque exactement d'avoir la même histoire de la ville industrielle comme j'étais en train de décrire. Et ça peut être des usines vides ou des centres commerciaux vides et ça ne fait pas du bien à personne. En même temps, il faut dire quand même que ce sont des villes complètes. C'est-à-dire, c'est pas seulement des logements, mais il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a de tout pour toute une vie. Ce sont des centres sociaux, si vous voulez, parce que quand quelqu'un vit dans une place, il a besoin de tout ça. Parce que j'ai besoin, tout le monde tombe malade, j'ai besoin d'un hôpital, tout le monde va avoir des enfants, j'ai besoin de les éduquer, j'ai besoin d'un supermarché à côté. Donc ce sont les principaux axes de la vie, que ça devient des villes vivables, quoi. Ouais. Là, le canal de Suez qui lie la Méditerranée avec la mer Rouge. Alors et comme vous venez de dire, c'est dans un endroit vraiment très très distingué dans le monde, peut-être le centre. Comment est-ce que vraiment ça a été la cause de quelques guerres en Égypte? Oui, on a commencé la première en 1956. Quand le président Nasser a déclaré la nationalisation de la canal de Suez, et c'est là qui a fait l'invasion triplex par c'était l'Angleterre, la France et Israël, malheureusement. Mais je pense qu'on est sorti avec la tête très haut, comme Égyptien et comme un État égyptien très jeune à cette période, qu'on est indépendant et on pourrait gérer notre canal. Parce qu'à l'époque, l'idée était toujours que les Égyptiens n'étaient pas assez aptes, n'étaient pas assez doués pour gérer et diriger le canal, spécialement avec les nouvelles technologies. Et je pense que ce qui vient de se passer il y a quelques heures aujourd'hui, c'est la réponse à cette question une fois et pour toutes. Exactement. On sait comment très bien gérer notre canal et la diriger. Après ça, on a eu la guerre de 67, où le canal a été arrêté entre 67 et 74. Où ça a été 75.
14 ou 15 ou peut-être que vous savez mieux que moi la date, probablement, oui, vous avez raison, ça doit être 75. Et là, c'était un atout économique d'un côté, et je pense un peu politique, avec une dimension politique, parce que dès que l'Égypte a déclaré, a contrôlé les deux côtés ou les deux rives du canal, et on l'a déclaré ouverte pour le transport maritime mondial, à cette époque-là, c'est devenu très difficile pour Israël pour prendre n'importe quelle action pour arrêter ça, parce qu'elle aurait fait mal à tout le monde, pratiquement tout le monde. Et là, je pense que c'était un atout politique aussi qu'économique. Oui. Mais ça reste toujours un artère, ça reste toujours quelque chose que les Égyptiens sont fiers et doivent rester très fiers d'avoir donné ce service au monde entier. Le président Abdel Fattah el-Sisi, le premier projet qu'il a fait quand il a accédé au pouvoir en 2014, c'était la construction ou bien le creusement d'un deuxième canal de Suez ou bien d'un autre artère. Est-ce que ça vaut le coup et quelle est l'importance est-ce que vraiment ça a donné ses fruits? C'est une très bonne question. Ça, je pense que le président a appliqué plusieurs techniques de gestion stratégique quand il a fait ce projet. Pour commencer avec, oui, il y a le niveau du maritime, et c'est très important pour que tout le monde le sache que ce n'est pas le canal du Suez complète qui a été doublé avec ce projet. C'est seulement une partie. Mais on retourne au projet. Je pense que ça, c'est un projet qui était vraiment très intelligent pour plusieurs raisons. La première, à l'époque, quand le président a pris sa nouvelle responsabilité, il y avait en Égypte une genre de... Les gens n'avaient pas assez de confiance en soi-même. C'est vrai. Okay. Et je pense que ça, c'est une technique stratégique pour donner la confiance aux Égyptiens. Faire monter la moralité. Et une deuxième fois. Puis, la confiance en eux-mêmes. La confiance dans leur gouvernement et l'administration, parce qu'il y avait pas mal de gens. On n'oublie pas qu'il a offert, si je ne me trompe pas, à l'époque, 12% de revenus sur l'investissement des Égyptiens dans ce projet. Si je ne me trompe pas, c'était 20%. Vous avez tout à fait raison. Soit 18, soit 20%. Vous avez tout à fait raison, je me trompe. Ce qui a encouragé les gens. Et là, les gens, il y avait pas mal de rumeurs. Ah, vous n'allez jamais recevoir votre argent une deuxième fois. Ce n'était pas le cas. C'est les frères musulmans. Absolument. Et la troisième chose, et je pense que c'était très très intelligent ce qu'il avait fait. On a vu, si je ne me trompe pas, et corrigez-moi une deuxième fois, si je ne me trompe pas, c'était 64 milliards de livres égyptiens. Exactement. Qui sont venus de quelque part, qui n'étaient pas dans le système bancaire. Oui. Donc, en quelques jours. Hein. Donc, dans une semaine ou 10 jours, ou quelque chose comme ça. Même pas une semaine. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quelque chose de très intéressant. Que l'économie qu'on connaît, que les chiffres économiques qu'on travaille avec, représentent seulement une fraction du vrai économie égyptienne. Et là, tout ça a déclenché une chaîne des événements et de projets qu'on est en train de travailler dessus jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est très dangereux si un tiers d'une économie est seulement ce qui est visible. Okay. Et c'est un tiers, c'est un 40%, c'est 40%. On ne sait pas vraiment, mais on sait que c'est une fraction. Okay. Mais la plupart, plus que 50% de l'économie égyptienne n'est pas visible. Et quand je parle de ce qui n'est pas visible, je ne suis pas en train de parler de le mec qui nous aide à stationner la voiture, qui prend 5 livres. Non, non, non. Je parle avec des gens qui font de l'argent sérieux, hein, des vrais chiffres. Hein, que tout ça, c'est invisible pour l'économie. Et ça ne doit pas être le cas, parce que c'est pratiquement impossible à n'importe qui, dans n'importe quelle économie du monde, de gérer le coût de 100%
quand il a le revenu de 30%. C'est ingérable, c'est une formule qui ne peut jamais marcher. Bien sûr. Et là, on est en train de se rendre compte que de la taille et l'importance de l'économie noire que n'est pas visible pour où il doit être visible. Et ce n'est pas seulement une question d'impôt, mais pas mal d'autres choses. Okay. Même les chiffres de ce qu'on sont déclarés pour le chômage et tout ne sont pas aussi les vrais chiffres. Hein. Les vrais chiffres sont beaucoup moins parce qu'il y a des gens qui sont vus comme chômeurs, mais vraiment ils travaillent dans le noir. Et si c'est 50%, donc le vrai chiffre de chômage c'est presque 50% parce que les autres ne sont registrés nulle part. Déclarés, oui. Déclarés. Ok, donc là, on a commencé tout ce que, je peux l'appeler la révolution informatique dans le secteur financier. Et on est en train de, ça marche jusqu'aujourd'hui, la facturation électronique et tout le système de paiement électronique et tout ça. Et je pense que là, c'était la première pierre dans ce bâtiment et je pense qu'on va arriver que dans quelques années, parce que c'est un trajet, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut appuyer un bouton et ça va, poum. Non, ça prend du temps. Mais on est sur la bonne voie. Ouais. Et c'est pour cela, pour répondre à votre question, c'est une réponse un peu trop détaillée, mais je pense vraiment que ce projet avait été beaucoup plus grand que sa propre taille, disons. Ouais. Même si c'est un projet géant. Absolument. Voilà. Bon, avant de terminer, j'aimerais bien vous remercier, mais remercier tous les ouvriers et les travailleurs, les techniciens, les ingénieurs, les responsables du canal de Suez à ce travail pharaonique, si on peut dire. On est très fiers de nos grands-parents, parce qu'ils ont construit le canal, mais encore, on est même beaucoup plus fiers de nos confrères et nos frères qu'ils ont réussi à sauver le canal aujourd'hui pour le bien de l'Égypte et tous les pays du monde. Voilà, et sauver on est très fiers de ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Monsieur Ahmed Elessi, vous êtes consultant international en économie et en gestion. Je vous remercie, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.